maintenant. On va revenir sur ce texte qui a attiré notre attention ce matin dans le quotidien de la Presse Plus. On peut y lire que le commissaire de l'Unité permanente anticorruption, l'UPAC, c'est Frédéric Gaudreault, il demande maintenant à Ottawa d'ajuster ses lois pour avoir plus de facilité à envoyer en prison ce qu'on considère des criminels à cravate, des politiciens véreux ou encore des fonctionnaires corrompus. Nous avons demandé un entretien avec M. Gaudreault, alors il n'était pas donc en mesure de nous accorder une entrevue aujourd'hui, mais quand même, on veut analyser la portée de ce qui est demandé par M. Gaudreault. Et sans plus tarder, je vais aller retrouver Frédéric Bérard. Il est docteur en droit, également politologue. Il est avec moi au bout du fil. M. Bérard, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, M. Bérard. Évidemment, c'est un très, très grand texte ce matin dans la presse là, qui nous est proposé. Et je vous demande d'entrée de jeu, est-ce que c'est vraiment nécessaire de changer les lois actuellement, question de faciliter le travail de l'UPAC? Moi, j'ai trouvé ça très drôle. En fait, ce texte-là, je suis peut-être le seul à avoir ri, vous remarquerez bien. ça m'a tellement l'air de quelqu'un qui essaie de chercher des excuses essentiellement. Et je ne suis pas surpris qu'il ait décliné votre demande d'entrevue. Et je le mets au défi de la réaliser au final et de préciser de quelle loi M. Gaudreault nous parle. Parce que c'est pas clair dans le texte, il faut le préciser. On ne sait pas exactement de quel cadre législatif il parle, M. Gaudreault. Ben exactement. Moi, tout ce que j'ai vu, c'est le secret professionnel et puis bon, des trucs du genre. Mais c'est parce qu'il va peut-être falloir là, que M. Gaudreault se trouve un avocat pour éclaircir un peu sa pensée là-dessus et son argumentaire. Le secret professionnel, c'est pas une question de loi, c'est protégé dans la Constitution, c'est protégé dans les chartes, dans la Charte canadienne, dans la Charte québécoise. On n'amende pas une charte comme ça en claquant des doigts. Ça ne fonctionne pas comme ça dans une société libre et démocratique qui est fondée sur un État de droit. Donc, moi, je lui relancerai la balle. De quoi il nous parle? Et s'il nous dit qu'il souhaite une société dans laquelle le secret professionnel n'est plus nécessairement obligatoire ou n'est plus une vertu et peut être contourné facilement, ben moi, je répondrai qu'à ce moment-là, on aurait un sacré problème. Ouais, et ce que dit M. Gaudreault, je vais un petit peu le paraphraser ce matin dans le texte de la presse, c'est que les enquêteurs ont de la misère à conclure des dossiers d'enquête en raison d'embûches juridiques. Et il dit qu'une fois que des accusations sont portées devant la Cour de justice, que les procédures avortent souvent avant même que la preuve ne soit examinée sur le fond en raison de reproches sur le travail des policiers ou des procureurs. M. Bérard, qu'est-ce qu'on doit comprendre de tout ça? Est-ce que c'est un travail bâclé ou ce sont des procédures juridiques qui sont peut-être parfois un petit peu abusives envers ce travail-là? Je suis désolé, mais plus ça va, moi, plus ça me fait rire. Parce que... je le sens dans votre voix aussi. non, mais vous venez de le dire, en fait, c'est que c'est à toutes les fois ou à peu près que l'UPAC a reçu une claque en arrière de la tête de la part des tribunaux, ces mêmes tribunaux ont dit à l'UPAC, écoutez, vous avez bâclé le travail. Vous avez menti, vous avez semi-menti, vous avez caché des trucs, vous avez procédé sans mandat. Donc, ce sont ici des garanties constitutionnelles qui ne sont pas simplement applicables au Québec ou ailleurs au Canada, sont applicables dans à peu près tous les pays d'Occident qu'on appelle des États de droit. Il y a des garanties internationales à ce niveau-là. Donc, en gros, moi, si je comprends bien le texte de Gaudreault, c'est le droit, c'est bien fatigant. Donc, si on pouvait courir après les bandits sans pouvoir respecter quelconque obligation constitutionnelle, ce serait beaucoup plus simple. Or, malheureusement, ça ne fonctionne pas pour ça. Comme ça, nous avons ces instruments pour des raisons qui me semblent d'une évidence totale. Et encore une fois, si M. Gaudreault a par ailleurs des idées sur des modifications qui pourraient être apportées, parce que ça, c'est pas nécessairement absurde en soi qu'il y ait des secteurs ou qu'il y ait des mesures qui soient légèrement modifiées. On l'a déjà vu, par exemple, vous en souvenez peut-être, la loi sur les gangs de motards au début des années 2000, si ma mémoire est bonne, où on avait précisé que, on a essayé de faciliter certaines enquêtes et ainsi de suite. Ça, c'est possible, mais encore, faudrait-il qu'ils nous disent de quoi ils parlent précisément. Je veux citer maintenant Patrick Michel. Il est également interrogé dans ce dossier de la presse. M. Bérard, il dit, et Patrick Michel, pour le préciser, c'est le directeur des poursuites criminelles et pénales au Québec. Alors lui, on le précise dans le texte, il met des gants blancs avant de commenter tout ça, mais ce qu'il dit, je le cite, il dit « Je veux surtout pas faire de procès d'intention aux avocats de la défense. » En soulignant bien sûr qu'ils ont le travail de bien défendre leurs clients. Il ajoute, mais je dirais aussi qu'il y a des avocats qui ne sont pas chanceux parce qu'ils pognent juste des clients qui ont vécu des abus de procédure et eux présentent des requêtes en arrêt des procédures pour abus de procédure dans tous leurs dossiers. Est-ce que ça aussi, ça reste une stratégie qui est mise en place par les avocats de la défense? Écoutez, j'ai pas de chiffres sous la main. Est-ce que mon collègue à qui vous référez a ces chiffres-là? Si oui, je l'invite à les sortir publiquement, qu'on puisse avoir une discussion qui soit intelligible.
Je reste évidemment que c'est pas impossible. Moi, je ne le contredis pas là-dessus. Fort probablement que d'avoir plusieurs avocats de la défense multiplient certaines procédures pour tenter justement de tirer leur client d'un pétrin X ou Y, potentiellement du moins. C'est ce qu'on appelle la dialectique c'est ce qu'on appelle une dialectique qui est nécessaire justement dans un État de droit. C'est pour ça que les avocats de la défense existent. C'est à la couronne, à l'État, de faire la preuve de ce qu'elle avance. Je crois que c'est un système qui est bien fondé, qui existe depuis plusieurs centaines d'années, qui remonte au Royaume-Uni, en Angleterre en fait plus précisément, et qui est profitable jusqu'à un certain point en matière d'État de droit. Est-ce qu'on pourrait modifier certaines affaires peut-être? Peut-être aussi que le collègue en question, le confrère, parle de l'arrêt Jordan qui a fait couler beaucoup d'encre, mais essentiellement, qu'est-ce que l'arrêt Jordan nous a dit? C'est qu'un accusé doit être jugé dans un délai raisonnable. Oui. Est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui est contre ça au Québec, essentiellement, que la couronne doive en fait mettre les ressources financières et humaines nécessaires pour qu'un accusé soit jugé dans un délai qui soit raisonnable? Moi, je vois pas de problème avec ça, et je ne vois surtout pas de problème avec ça pour les victimes qui, elles, avant l'arrêt Jordan, devaient attendre parfois des 7, 8, 9, 10 ans avant que, par exemple, leur agresseur, pour prendre une illustration X, soit condamné ou non. Donc, en d'autres termes, est-ce qu'on n'est pas dans la caricature ici, en quelque sorte? J'ai l'impression que oui, et j'ai l'impression aussi qu'il y a des gens ici qui essaient de chercher des excuses, en quelque sorte. N'empêche, M. Bérard, est-ce que quand même il y a une réflexion à faire sur la manière de procéder aux enquêtes? Et là, je reprends un peu les propositions du commissaire de l'UPAC. Lui dit, lorsqu'il parle avec des collègues à l'international, il trouve que les mesures sont peut-être un peu plus strictes chez nous. Est-ce qu'on pourrait s'inspirer de ce qui se fait ailleurs? Est-ce que essentiellement le Québec est plus sévère si on se fie justement aux propos de M. Gaudreault? Si vous regardez à travers l'Occident, par exemple, en Europe, est-ce qu'il est beaucoup plus facile au Québec pour un accusé de s'en sortir qu'à certains endroits, notamment au Royaume-Uni? Franchement, je ne suis pas au courant de ça. Je ne le crois pas. Est-ce que c'est plus facile, idem aux États-Unis, au Québec versus les États-Unis? Je suis pas sûr de ça. J'ai même l'impression de dire que c'est peut-être le contraire à certains niveaux, dépendamment. Tout ça pour dire que si, encore une fois, M. Gaudreault a des suggestions, des propositions précises, qu'il les amène dans le débat public, qu'il les porte, qu'il les dépose sur la table et qu'on en discute, disant par exemple, aux États-Unis, il se passe X, puis en Allemagne, il se passe Y, et là, on pourra jaser intelligemment, mais là, pour tout de suite de nous dire que ses collègues trouvent que c'est donc épouvantable, la vie au Québec, c'est donc difficile d'être un policier, franchement, je pense qu'on est plutôt dans le ballon que dans quoi que ce soit. Et je suppose, M. Bérard, au risque de vous faire rire encore une fois, lorsque M. Gaudreault parle de faire un front commun, j'ai l'impression que ça amène pas grand-chose chez vous, ça, hein? Le front, vous parlez des trucs interpoliciers. Oui, que M. Gaudreault, ça veut bâtir un front commun ici au pays, là. Ça, c'est des affaires qui existent déjà. L'échange d'informations, ça se fait assez aisément entre les corps policiers. Est-ce que ça pourrait se faire de façon plus limpide, plus efficace? Possiblement que oui. Ça, franchement, j'en sais rien. Mais encore une fois, à ce que je sache, il n'y a rien qui empêche ces corps policiers de s'entendre entre eux et de faire circuler plus librement les informations pertinentes. Je n'ai pas vu de personne se battre dans les autobus contre cette idée-là. Peut-être un petit mot en terminant sur cette crise de confiance envers l'UPAC. On en parle depuis quand même des mois et des années. Aussi, la population s'interroge à savoir où est-ce que s'en va l'UPAC, de quelle façon tout ça est dirigé. Est-ce que vous pensez, M. Bérard, que l'UPAC a toujours sa raison d'être et surtout comment elle pourrait redorer son blason maintenant? On en a une tentative de redorer le blason. Ce dont on parle présentement. Vous voyez, essentiellement, c'est pas de notre faute à l'UPAC, ce sont les règles ici qui sont beaucoup trop rigides. Si on sort de ce cadre-là, est-ce que l'UPAC pourrait franchement redorer son blason? Moi, je pense que oui, en faisant un travail. On en a déjà discuté, vous et moi, il y a de ça quelques mois peut-être, ou quelques semaines, mais pourrait redorer son blason en faisant un travail qui soit juste, qui soit rigoureux, qui soit pertinent et qui, plutôt qu'un travail qui consiste essentiellement à balancer de l'information dans les médias, faire monter les attentes, sinon les enchères, et par la suite faire patate essentiellement, comme c'est arrivé à de trop nombreuses reprises. M. Bérard, merci encore une fois d'avoir pris le temps pour nous aujourd'hui. C'est toujours un plaisir, puis en fait, c'était bien sympathique. J'ai cru l'entendre aussi. Merci beaucoup. Au revoir.
revoir. Salut, bonne journée. Frédéric Bérard, il est docteur en droit et politologue. Alors, il réagissait aux propositions du commissaire de l'UPAC qui espère voir un changement dans la législation pour faciliter les enquêtes de l'unité anticorruption.